Bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire d'actualité automobile. Ou disons bimensuelle. Oui, c'est ça, notre émission occasionnelle d'actualité automobile. Une émission chargée cette semaine parce que moi, de mon côté, je vais d'abord vous parler d'un essai que j'ai fait, celui du BMW iX M60, et je vais aussi vous parler des pneus Michelin et de ce qu'ils font pour les véhicules électriques. Et moi, comme à mon habitude, je vais vous parler d'actualités, certaines un peu loufoques, entre autres un dernier brevet de Ford qui me fait un peu peur, et certaines un peu plus sérieuses, entre autres le premier look qu'on a eu du Kia EV9 et pas EV6, faut faire attention. C'est de ça que je veux te parler cette semaine. Moi, c'est William Bouchard. Et moi, c'est Marc Bouchard, et vous écoutez Gotcha. Alors oui, William, on est de retour cette semaine. Encore une fois BMW parce que j'ai été un peu dans une période BMW au cours des dernières semaines. Comme on les a, hein? Comme on les a, bien sûr. Non, mais en fait, il faut expliquer aux gens que quand on change de voiture une fois par semaine, on va les chercher, bien entendu, soit chez des concessionnaires, soit chez des dépositaires, et on essaye autant que possible de s'éviter des parcours entre les deux. Donc, on fait ce qu'on appelle des back-to-back, là, une voiture après l'autre. C'est ce qui m'a permis d'essayer plusieurs véhicules, la i7 dont on a parlé l'autre jour. Et cette fois, je vous parle de la iX M60. Je sais que toi, William, tu l'avais vu, la M60, la iX, l'hiver dernier, si je ne m'abuse. Exactement, c'était à Montréal en Lumière. Dans le fond, il y a un an, presque jour pour jour, parce que c'est bientôt, là, si ce n'est au moment de la publication de ça. Mais oui, je l'avais vu, mais je l'avais pas conduite. Je l'avais pas vu en train de rouler non plus. On m'avait montré l'intérieur en détail. J'en avais parlé sur le podcast, mais là, j'avoue que j'ai hâte que tu me parles de la conduite, là. Écoute, c'est impressionnant parce que c'est un véhicule. D'abord, la lettre M chez BMW, on sait ce que ça veut dire. Hein? C'est associé à la performance. Alors, évidemment, c'est pas une M3, là, c'est pas une espèce d'affaire catastrophique là, avec des suspensions qui n'ont pas de bon sens. On est quand même dans un gros VUS de luxe, hyper confortable, mais on est avec un véhicule qui est impressionnant avec plus de 610 chevaux. Ça déménage. Écoute, je l'ai essayé juste quelques instants avec toi sans la conduire, puis juste quand je t'ai vu rentrer sur l'autoroute, on le sent, hein? Oui, on le sent. Écoute, c'est pas compliqué. Ça fait le 0-100 en 3,8 secondes. Là. Ouais, c'est à peu près ça que ça a pris. Hein? Ouais, c'est complètement fou. 811 livres-pieds de couple, ça n'a pas de bon sens. Et faut vous rappeler que c'est un gros véhicule imposant qui fait plus de 5000 livres. Donc, déjà qu'il soit capable de faire ce genre d'accélération-là, c'est assez impressionnant. On nous annonce une autonomie, parce que c'est un véhicule 100% électrique, d'à peu près 463 km, ce que je n'ai jamais vu affiché, je dois te le dire. Mais évidemment, plus tu pèses sur la pédale, moins l'autonomie est grande. Et comme c'est un véhicule qui enregistre les anciennes performances pour évaluer les prochaines, c'est sûr que si ceux avant moi ont pesé un peu plus fort, l'autonomie moyenne a baissé considérablement. Mais justement, là, ce 0-100-là, est-ce que ça n'a pas un lien avec le fait que c'est un moteur électrique un peu? Oui, c'est sûr que le couple étant disponible, c'est toujours la même chose avec un véhicule électrique, le couple est disponible au départ. Alors que dans le cas d'un moteur à essence, pour atteindre le maximum du couple, tu dois monter le régime moteur au minimum à 1500 tours et parfois plus selon les modèles. Dans ce cas-ci, c'est pas du tout, c'est comme une lumière. Hein. Tu l'allumes, c'est on, tu l'éteins, c'est off, ça finit là. Donc, ça permet d'avoir ces accélérations-là. Grosse batterie. On parle d'une batterie de 111,5 kWh. 105,2 kWh utilisable. Ça, c'est parce qu'on se garde toujours une marge. C'est le cas de tous les fabricants. Là. On annonce toujours une batterie qui est plus petite que la version réelle au niveau de l'utilisation parce qu'on se garde une marge là, de recharge. C'est une recharge rapide, évidemment, tu auras compris, sur des bornes de niveau 3. On peut aller jusqu'à 195 kW. C'est pas les plus rapides parce qu'il y en a qui vont jusqu'à 300, 350. Ta chère Ioniq 5 en fait partie, par exemple. Un autre point pour la Ioniq 5. Un autre point pour la Ioniq 5. Mais c'est quand même intéressant parce que si tu es sur une borne aussi rapide que 195 kW, avec le iX, tu vas passer de 10 à 80% en 35 minutes. Donc, c'est quand même raisonnable. À peu près en 10 minutes, si tu es sur une borne rapide, tu vas récupérer quelque chose comme 150 km d'autonomie. Ce qui est largement suffisant la plupart du temps là, pour ce qu'on a à faire.
Évidemment, X-Drive, c'est-à-dire rouage intégral, donc 2 moteurs, un à l'avant, un à l'arrière. C'est vraiment particulier. On a aussi, on utilise en fait la chaleur dégagée par les moteurs. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un peu, parce qu'il y a quand même un peu de choses qui tournent. Ça sert à réchauffer la batterie par temps froid. Donc, ça permet, dit-on, d'améliorer l'autonomie quand il fait très froid. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vérifier ça parce qu'il ne faisait pas très froid, là. Oui, il a fait moins 15, mais il a aussi fait plus 5. Fait qu'on était dans une semaine vraiment particulière. Là où vraiment c'est particulier, puis c'est de ça dont tu avais parlé dans notre podcast où on en a parlé, je vous invite d'ailleurs à aller écouter ce reportage-là. C'était il y a longtemps et je pense qu'on ne s'appelait même pas Gotchard. Je pense que c'était encore Ça roule radio, mais c'est disponible sur le même fil RSS, donc il n'y a pas de problème, on peut juste retourner dans les mêmes épisodes. J'ai été vérifié par moi-même. Oui, effectivement, et je vous invite à aller écouter tout ce que William expliquait parce qu'il a donné vraiment un portrait assez détaillé de toute la technologie embarquée. Il faut quand même parler d'un système de son Bauer & Wilkins qui est absolument spectaculaire. D'ailleurs, mon épouse aime beaucoup parce que je mets le volume fort, fait qu'elle ne m'entend pas chanter. Il y a le volant. Le volant qui est particulier, qui est un volant avec une partie plate en bas, qui n'est pas un volant complètement rond. Ça a l'air un peu dérangeant au début, mais finalement, c'est plus facile à maîtriser qu'on pourrait le croire. Alors ça, c'est un détail. Il y a certains qui n'aiment pas, hein. J'ai lu quelques articles, là, des gens qui disaient qu'ils s'y habituaient jamais. J'imagine que si on aime ou on n'aime pas, là. C'est ça, exactement. C'est qu'en fait, la position de conduite étant, mettons, 3 et 9 ou 2 et 10, là, ça dépend de comment tu t'installes. Si tu prends cette position-là, c'est tout à fait confortable. Si tu as tendance à être un peu plus lousse dans ta position de conduite, ben là, évidemment, tu apprécies moins. Par contre, c'est vraiment toute la technologie à bord qui est impressionnante. Oui, c'est vrai que la finition est peut-être particulière. Moi, j'aime ça. Il y a des trucs couleur bronze à l'intérieur, des trucs en cristal. Bon, notre monteuse sonore, Audrey, déteste ça cordialement. Ben écoute, moi de même, hein, elle était venue avec moi justement les voir et c'était notre seul commentaire niveau esthétique. J'aime ça, moi, les trucs de bronze. J'admets que, surtout que c'est un frais supplémentaire, je sais pas si je paierais l'option pour les petits trucs de cristal, mais écoute, je suis pas non plus nécessairement le public cible pour ce genre de véhicule-là, surtout pour ce range de prix-là. Fait que je me sens pas trop concerné par leur choix de design, mais moi, personnellement, c'est la seule chose qui me gosse, parce que tout le reste, c'est vraiment impressionnant, là. C'est super impressionnant. La qualité des matériaux qu'il y a là. Moi, j'aime bien l'intérieur, le milieu qui est en bois, avec l'espèce de molette de contrôle pour le système d'infodivertissement qui est transparente. Le petit levier de transmission qui est tout petit, mais qui est aussi en cristal transparent. Les sièges, les réglages de sièges dans la porte qui sont comme bronze, mais un peu cristal transparent. Le chauffage aussi, hein, qui vient directement à travers les matériaux de la porte, puis en avant. Et de l'appui-bras. De l'appui-bras, oui, c'est ça. D'ailleurs, tu dois faire attention quand tu ne sais pas trop parce que ça vient chaud. À ma grande surprise, ça vient beaucoup plus chaud que ce à quoi je m'attendais. Oui, c'est comme un siège chauffant, là. Quand ils nous l'ont fait essayer, on a vraiment la sensation de siège chauffant. Totalement. Puis quand tu as le bras côté dessus, c'est un peu surprenant la première fois. Pour le reste, écoute, c'est vraiment une voiture qui est super agréable à conduire. C'est d'une grande douceur, évidemment. Écoute, j'ai pas conduit en fou, là, mais c'est une voiture qui se comporte bien. Bien sûr, c'est lourd, OK? C'est des grosses dimensions. Oui, c'est lourd, mais on le sent pas tant que ça, la lourdeur, parce que c'est bien équilibré. La répartition du poids, elle est vraiment incroyable. Ça va très bien. Évidemment, écoute, c'est une voiture, c'est difficile d'aller trouver des vrais gros défauts à ce véhicule-là. Le problème, en fait, le seul vrai gros défaut, il porte un signe de piastre puis il vaut 140 000. Ça revient souvent, hein, quand tu nous parles de BMW, ce problème-là. En fait, le problème des voitures allemandes, c'est souvent qu'on va y ajouter un paquet d'options. À la base, il vaut 120 000 à peu près, là. Tu vas me dire, c'est quand même pas donné, là, mais... J'osais pas trop dire, là, mais... C'est quand même assez cher, mais quelqu'un qui va aller se chercher un X5M, qui est un véhicule à essence, un gros VUS, qui a à peu près la même puissance, hein, parce qu'on parle de 617 chevaux, je pense, pour le X5M. Donc, on est à peu près dans la même puissance, et il va coûter plus cher que le iX électrique. Évidemment, tu vas me dire, bon, c'est pas le même principe, mais on est à peu près dans des comparables. Donc, il est dans son créneau un peu compétitif, mais
tu as des options. On a 20 000 d'options sur le véhicule que j'ai à l'essai. Évidemment, ça remonte considérablement la facture. Est-ce que ça vaut la peine? Bien, écoutez, évidemment, c'est pas à moi de vous dire si vous avez les moyens de mettre 150 000 sur une voiture. Si vous les avez, c'est un choix intéressant. Et c'est surtout un choix qui impressionne par son dynamisme et par sa puissance. Mais ceci étant dit, ça demeure un char à 150 000 $. Ben, c'est sûr. On paye pour... dans ce cas-là, au moins, on espère en avoir un peu pour son argent. Ouais, ben on en a pour son argent, c'est clair. Grand espace de chargement. Il y a de l'espace pour la déception. Et tu connais ta mère? Bien sûr. Déception ultime, il y a juste le chauffeur qui a un siège massant. Ah, mais là... Le passager n'était pas massant. Des fois, c'est l'inverse, hein. Des fois, c'est comme le chauffeur, on s'attend à ce que ce soit, c'est juste le chauffeur, hein. Donc, on lui donne pas tout, puis c'est le passager qui a c'est ça. Mais là, c'est le contraire, alors bon. Vraiment axé sur l'expérience de pilotage, je pense que ça revient un peu à ça. À la personnalité BMW, c'est ça. C'est exactement comme ça que BMW fonctionne. Alors oui, ça vaut la peine. Si tu veux m'en acheter un, je suis preneur, mais je vais te faire d'autres suggestions avant, je te le dis, là. Disons qu'il va falloir qu'on mange des croûtes avant de se rendre là. Exactement. Parlant de voiture électrique, je vais en profiter pour te parler tout de suite de notes que j'ai avec les gens de Michelin. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'occasion de parler, par courriel interposé, je dois le dire, à Russell Shepard, qui est le responsable des communications techniques chez Michelin Amérique du Nord, parce que on parle souvent, et tu le sais très bien parce que tu écris des trucs là-dessus assez régulièrement, on parle souvent des pneus particuliers qui sont développés pour les voitures électriques. Et je me posais la question, est-ce qu'il y a vraiment un effort qui est fait à cet effet-là du côté de chez Michelin, entre autres? Et qu'est-ce qu'on fait, par exemple? Parce qu'il y a des affaires que je ne comprends pas. Alors, je posais la question à M. Shepard, par exemple, on veut avoir un véhicule électrique qui va avoir un maximum d'autonomie, mais vous faites un pneu d'hiver en disant on améliore la performance et l'adhérence. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Parce que plus vous avez d'adhérence, plus ça fait de friction. Plus il y a de friction, évidemment, plus ça va inciter la voiture à dépenser de l'énergie pour se déplacer et ça va évidemment limiter l'autonomie. Alors lui, ce qu'il dit en fait, c'est qu'ils ont réussi à avoir des composés qui sont chimiquement intéressants au niveau de l'adhérence, mais qui sont assez limités, qui vont donner une bonne adhérence, mais qui ne donnent pas plus de friction nécessairement qu'un pneu traditionnel. Et ce qui m'expliquait, entre autres, c'est que ces pneus-là, en général, les pneus d'hiver sont déjà plus agressifs et plus mordants que les pneus d'été, évidemment. Donc, on n'a pas vraiment un impact majeur au niveau de l'autonomie avec les pneus qui sont conçus pour des voitures électriques, du côté de chez Michelin en tout cas, parce qu'on a vraiment utilisé tous les autres éléments. On n'a pas vraiment compromis l'adhérence, mais on a utilisé tous les autres éléments, ce qu'on appelle là, des pneus à faible friction latérale, par exemple. On a modifié les dessins de côté pour éviter la friction inutile. On a modifié des trucs comme ça. Donc, on a limité le reste et on a été capable de faire des pneus qui sont tout aussi performants, mais qui ont un effet assez limité. D'ailleurs, on utilise aussi des matériaux parce que normalement, là, les pneus d'hiver ont des matériaux particuliers qui permettent une dispersion de la chaleur. Parce que tu ne veux pas que les pneus deviennent trop chauds. Eux autres disent, ben oui, effectivement, mais on n'a rien fait de spécial pour des pneus de voiture électrique. On a pris les mêmes composantes ou à peu près. On les a un petit peu améliorées, diminué la résistance. L'idée, c'est que, en fait, ce qu'ils ont surtout travaillé au niveau des pneus, c'est une meilleure résistance au poids. Parce une voiture électrique, c'est extrêmement pesant à cause des batteries. On a parlé de la iX qui pèse 5000 quelques cents livres. Donc, alors qu'un VUS ordinaire va en peser 4000 ou 3800. Donc, ils ont surtout travaillé sur des pneus qui vont être capables de mieux résister à ce surpoids-là pour ne pas se compromettre et se déformer. Donc, ça va leur permettre, évidemment, d'être plus performants. Et ce qu'ils disent chez Michelin, c'est nous, on ne veut pas développer des pneus uniquement pour des voitures électriques. On travaille avec des matériaux durables. On sait qu'il y a déjà un certain pourcentage de pneus, des matériaux utilisés là-dedans qui servent qui proviennent d'usages durables, si tu veux. Tu en as déjà parlé, les caoutchoucs de différentes natures et tout ça. Alors, eux ont ça et ils essayent de trouver une formule qui va être adaptée à tous les types de véhicules, incluant les véhicules électriques. Et jusqu'à date, ça va plutôt bien parce que, et je conclus là-dessus, il dit qu'actuellement, c'est Michelin qui équipe 80% des véhicules électriques qui sortent des usines. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qu'ils ont compris
à ce niveau-là. C'est quand même pas mal, là, mais il faut quand même aussi dire que c'est pas les seuls loin de là. Pratiquement tous les gros manufacturiers, Goodyear, Continental, et j'en passe. Pirelli, là, oui, bien sûr, mais il y en a une couple, on peut dire Bridgestone aussi. Toutes ces compagnies-là ont des grosses innovations du même genre. Puis en gros, ce qu'ils disent, c'est toute la même chose. Il faut faire la différence entre adhérence et résistance au roulement, qui est souvent un peu l'amalgame qu'on fait, mais qui est pas vrai, ou qui est du moins plus vrai, grâce, comme tu l'as dit, à certaines affaires, dans des trucs dans la gomme, là, en tout cas. C'est compliqué. Il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent dans un caoutchouc de pneus, hein. J'ai été moi-même surpris. On pense que c'est super facile à faire des pneus, hein, mais quand tu regardes ça, là, moi, ça m'impressionne à chaque fois. Écoute, je me rappelle d'être allé à un lancement de pneus, justement, chez Michelin, et on nous expliquait que pour une sorte de pneu en particulier, ils avaient 14 brevets spécifiques pour ce pneu-là seulement. C'est comme... Ah oui, puis là, la forme des trucs sur la sculpture, là, ça change. Puis entre autres, ils vont mettre des brevets sur des trucs comme les sculptures. Mais oui, c'est ça, tout ça pour conclure, là, que il y a quand même beaucoup d'autres compagnies qui font ça. Entre autres, Continental aussi, là, pour le caoutchouc. Ouais. Ils font ça avec, entre autres, du pissenlit. Ils appellent ça Tarax Gum, parce que Taraxcum, c'est le nom pour le pissenlit. Donc, ils appellent ça Tarax Gum. Nous venons de citer au mot latin de la semaine. Parce mais que là, il fallait en plugger un, là. Mais c'est le nom scientifique. Dans tous les cas. Parlant de brevet. Oui. Parlant de brevet. C'est une belle transition pour te parler de Ford cette fois-ci. Tant qu'à parler de grosses compagnies comme ça. Mais là, Ford, eux autres, à la place d'essayer de sauver la planète, essayent plutôt un peu de sauver leur poche, hein, avec cette nouvelle technologie. Tu sais, mettons là, que tu loues un char, toi, aujourd'hui, puis que tu oublies de faire tes paiements. Qu'est-ce qui arrive? Ben, en général, on risque de voir arriver un gros méchant monsieur à la porte qui va dire Hey, le grand, ton char, je suis venu le rechercher. Là. Ah, exactement. Maintenant, imagine si, avant même que tout ça arrive, ton char commençait à t'envoyer des avertissements. Des avertissements comme dans le tableau de bord? Oui, c'est ça, exactement. Okay. Et là, tout à coup, le chauffage fonctionne plus. Et là, le siège chauffant fonctionne plus. Et là, éventuellement, pire encore, moins tu payes. Éventuellement, ta voiture décide de partir par elle-même, parce qu'on parle d'une voiture autonome, là, et elle quitte chez toi pour aller directement chez le concessionnaire. C'est du moins ce que Ford essaie de nous vendre avec son dernier brevet, qui contient aussi une note, hein, je l'avais pas vu, il faut le relire, là, qui contient aussi une note où il est écrit « service de police ». Donc, je sais pas trop exactement comment est-ce qu'elle communiquerait avec la police. C'est à revoir. Mais oui, c'est ça, c'est un système pour faire de la repossession de voitures quand on ne paye pas, qui serait un huissier par intelligence artificielle, si tu veux. Un huissier virtuel, finalement. Là. Un huissier virtuel. Okay. Et mettons que mon char n'est pas autonome. Mais dans ce cas-là, la voiture, elle pourrait se ranger parce que, bon, écoute, elle n'est pas autonome, mais... Blue Cruise, actuellement, fait déjà ce travail-là. Oui, c'est ça. Donc, il y a deux choix. Si elle a des fonctions un peu autonomes, elle pourrait se ranger simplement sur le côté de la rue pour faciliter le remorquage, plutôt que de se rendre directement chez le concessionnaire. Puis, si elle a même pas ça, on pourrait simplement barrer les portes. Désolé. Oui. Je sais pas si c'est mieux, hein, qu'un huissier. Ouais. Écoute... Dans une certaine mesure, bon, tu payes pas, que tu aies des contraintes, c'est correct. Moi, ce qui m'inquiète là-dedans, en fait, c'est l'espèce de côté Big Brother de la question. Est-ce que comment je pourrais dire? Est-ce que tu vas pouvoir te faire hacker facilement? Parce que pour faire ça, il faut qu'il soit en contact avec toutes sortes, là, avec la fourrière, avec... il faut qu'il y ait des contacts permanents, là. De un, puis de deux, il faut simplement qu'il y ait une fonction aussi qui permet d'arrêter telle ou telle composante, telle ou telle fonctionnalité. Je veux dire, ça doit exister déjà, on peut déjà le faire, mais là, ça doit être encore plus facile si on a littéralement une porte d'entrée qui est comme « Hey, en passant, quand je reçois ce code-là, je vais tout fermer ces fonctionnalités-là. » Mais il semble que c'est facile à exploiter, là. Oui, mais en même temps, rappelle-toi ce qu'on a discuté dans des podcasts précédents, les fameux abonnements, là. BMW qui veut nous arriver avec des abonnements de sièges chauffants que tu vas pouvoir activer ou désactiver à distance en t'abonnant ou pas tant par mois. C'est exactement ce principe-là. Donc, c'est des systèmes qui sont contrôlés à distance par un serveur quelque part. Il me semble qu'on donne beaucoup d'accès. Excuse-moi, là, mais je regarde comment les pirates ont été capables de pirater certains véhicules jusqu'à maintenant, comment ils sont capables d'aller chercher des données là-dessus.
je me dis, peut-être qu'on ouvre un peu trop la porte à ce genre de pirates-là avec des systèmes comme ça. C'est toi le gate, là, c'est pas moi. Je suis absolument d'accord avec toi. Puis surtout, je trouve qu'on donne beaucoup de pouvoir aux compagnies aussi en faisant ça. Je trouve qu'on donne un peu trop de pouvoir peut-être à Ford ou aux autres compagnies qui vont commencer à vendre des choses par abonnement parce que je trouve que ça passe un peu de façon extrajudiciaire, si tu veux, là. Ouais, mais la question, c'est que légalement, tu as signé un contrat, tu t'engages à payer. Si tu payes pas, on reprend. Mais tu sais, si tu achètes une télé à temps par mois puis que tu payes pas, techniquement, ils ont le droit de venir récupérer leurs biens. Là. C'est prévu dans la loi. Moi, je connais des gens, une dame qui aujourd'hui est à la retraite chez Ford, a commencé, c'est ça qu'elle faisait dans la vie. Là. Elle allait chez les gens, elle allait récupérer les voitures qui n'étaient pas payées. Non, je comprends, mais on s'entend qu'il y a un aspect qui est beaucoup plus humain à la chose, beaucoup plus personnel, beaucoup moins systématique que de te dire après X mois, ton char va couper ton chauffage. Je trouve que c'est un petit peu moins pragmatique et humain, je le répète, que justement de devoir envoyer quelqu'un qui vient le faire. Écoute, j'avoue qu'on devrait pas juste pouvoir ne pas payer pour sa voiture, je pense que ça c'est clair, mais je pense qu'aussi il devrait avoir un certain pragmatisme, puis on devrait pas faire confiance à un ordinateur comme ça. Là. Non, ça je suis d'accord. Puis tu sais, je m'imagine, tu te lèves le matin puis tu vas reculer ton char puis il s'en va avec personne au volant, là. Ça doit être un petit peu... ou sinon, tu sais, il me semble que si t'es pas capable de payer ton auto, il me semble que la dernière chose que t'aurais envie, c'est que le matin t'arrives puis qu'il fasse moins 30 puis tu puisses pas partir ton chauffage parce que, désolé, t'as pas écouté l'avertissement. C'est ça, faut voir quels sont les avertissements. En tout cas, oui, non, t'as raison, c'est un peu excessif. Je comprends le principe, mais c'est un peu excessif, disons-le. Bon, parlant d'excessif, Tesla. Les rois de l'excès, oui. Oui, récemment, c'était leur journée des investisseurs pour 2024. Là, c'est toi qui es cynique. Là, c'est toi. Là. Pour une fois, c'est pas moi. Aussitôt qu'on parle de Tesla, c'est toi qui deviens le cynique. Mais ils ont quand même fait une chose que je suis obligé de saluer. Ils ont dit que même si c'était pas de sitôt, ils étaient en train de développer des moteurs électriques qui n'utiliseraient pas de matériaux de terres rares, qui sont, comme le nom l'indique, rares. Non, mais sincèrement, ce sont des matériaux qui sont quand même relativement difficiles à extraire, qui sont plutôt polluants à extraire aussi. Puis c'est ce qu'on reproche bien souvent aux véhicules électriques. On dit que c'est très polluant parce que... à tes souhaits. Parce qu'on dit que les véhicules électriques, à cause de la pollution, à cause de ces matériaux-là. Et là, Tesla nous dit qu'il n'aurait pas besoin de ça à l'avenir. Alors, si tu veux que je sois cynique, je vais dire, OK, à quelle date? Parce que, tu sais, on sait que Tesla ont tendance à faire beaucoup de promesses. Ils mettent généralement des dates qui sont généralement des indications générales. Écoute, ce sera quand Elon Musk mettra un homme sur Mars. Bien sûr qu'il aura son Hyperloop entre Los Angeles et San Francisco et que Twitter sera rentable. En tout cas, oui. Parlons de choses que Tesla a parlé aussi dans son Investor Day qui n'arrivera certainement pas. Et dans leur présentation PowerPoint, il y avait une des slides, là, une des diapositives qui s'appelait, laisse-moi te le lire, Can't forget to do cool shit. Donc, on ne peut oublier de faire de cool shit, là. Hein? La traduction n'est pas nécessaire sur ça. Des trucs cool. Oui, c'est ça. Disons. Et il y avait une image que j'ai trouvée un peu intrigante. Elon Musk, ou du moins Tesla, nous proposerait des restaurants Tesla, le Tesla Diner. Où on pourrait aller recharger, j'imagine, sa Tesla, en allant manger des burgers Tesla. L'histoire probablement vegan. Peut-être, hein, mais Elon Musk parle souvent de la masculinité, ouais. Donc peut-être que c'est pas assez masculin pour lui, mais on nous promet, c'est ça, avec des tables et un look un peu rétro, donc peut-être un jour on prendra le Hyperloop pour aller au restaurant sur Mars. On mettra la photo d'ailleurs sur la page Facebook de Gotcha Podcast, vous allez voir, c'est tout à fait correct. La seule chose dont Tesla n'a pas parlé à son Investor Day, c'est de la date où ils vont finir par sortir un char à 25 000, comme ils le disent depuis longtemps, mais on attend toujours les promesses. D'ailleurs, ces investisseurs n'étaient pas contents et l'action a baissé dès le lendemain suite à cette déclaration. Merci beaucoup. Hein? On n'aurait pas pu parler de Tesla sans au moins bâcher un tout petit peu.
Sinon, j'ai quand même d'autres bonnes nouvelles là, d'un point de vue électrique. J'espère que t'en conviendras avec moi. On peut, entre autres, parler du Kia EV9 que j'ai mentionné dans l'intro. On l'a pas vu pour le moment, par exemple. On peut rien dire. On a vu la silhouette. Oui. Donc, je le mentionne juste pour dire qu'il va être dévoilé bientôt. Tu me disais la date, là. Le 15 mars, précisément, 2023, on va le voir. On a vu le concept, ça fait 1 an et demi qu'ils traînent le concept un peu partout. Mais là, ils ont sorti effectivement une silhouette dans l'ombre, comme c'est souvent le cas. Un véhicule qui, il faut le rappeler, c'est un grand VUS, 7 passagers, donc qui est un peu Kia Telluride. Le grand frère de l'EV6. Grand frère de l'EV6. Si vous êtes allé au Salon de l'Auto de Montréal ou que vous avez suivi l'actualité, vous avez peut-être vu le Hyundai 7. Le concept 7, ben, c'est un peu le frère de l'EV9, sauf que Kia va arriver en premier avec son véhicule confirmé. Donc, ça risque d'être intéressant parce que, justement, tu l'as mentionné, le V6 est super performant au niveau électrique. On a hâte de voir ce que le V9 va nous réserver. Et un nouveau joueur, hein, tu me diras si c'est vrai ou pas, mais est-ce qu'il y a des mini électriques pour le moment? Oui, il y en a, mais actuellement, elles sont très peu... écoute, je pense que c'est 180 km l'autonomie, là. C'est vraiment très, très peu. On n'a pas misé beaucoup là-dessus. Il y a eu d'ailleurs une mini électrique depuis longtemps. Mais c'est ça, l'autonomie n'était pas là. Fait qu'à toute fin pratique, on peut les appeler nouveaux joueurs, dans le sens qu'ils vont être pertinents peut-être pour la première fois en 2024 pour l'année modèle 2025. Là, donc on n'a pas dit exactement quand dans ce temps-là, mais la version Countryman, hein, le VUS Countryman de Mini, aurait une version électrique pour l'année modèle 2025. Donc... Peut-être pourrais-je convaincre enfin mes beaux-parents qui ne jurent que par Mini de s'acheter une voiture électrique. C'est là-dessus que je mise. Ben, c'est bien. C'est une belle ambition. Le Countryman est quand même un peu plus gros que la Mini traditionnelle. C'est le VUS, effectivement. Donc, mais c'est quand même, là, on s'entend, c'est un VUS Mini, là. C'est pas... Écoute, on en reparlera quand il sortira. Pour le moment, on l'a même pas vu de façon officielle parce qu'ils l'ont sorti avec des genres de graffiti dessus pour t'empêcher de voir la silhouette parfaitement. Mais on connaît le Countryman qui existe déjà, qui est pas électrique. Alors, on a une bonne idée des dimensions. Écoute, là. le style Mini aussi a pas vraiment changé. C'est ce qu'on aime, hein, justement. Un peu comme mes beaux-parents. Les gens qui sont Mini pour la vie. Ils portent Mini sur leur cœur, hein. Ok, ouais, non, ça va. Physiquement, c'est pas mon cas. Là. Moi, je serais pas Mini pour la vie, mais qu'est-ce que écoute, et tu vois, voilà la blague sur ton poids. Il en faut une par épisode aussi. Exactement, voilà. Tu vois. Non, mais c'est parce qu'on fait des running gags. Là. Ouais, c'est ça. Tesla, le latin, mon poids. Attends, là, ça en prend une sur ton âge la prochaine. Parfait, je suis prêt. Donc, c'était ça pour Mini, mais quand même, c'est le fun de voir qu'il y a un peu d'innovation parce que, écoute, pour que moi je pense que c'était des nouveaux joueurs parce qu'ils étaient tout petits, là. Effectivement, oui. Ils sont effectivement pas très, très présents dans ce milieu-là pour le moment, mais du côté de Mini. Parlant de nouveaux véhicules, tout ça, là, l'Aria, hein? Oui. Tout le monde en a entendu parler. Puis, j'ai vu une liste faite par Motor Biscuit, puis je veux juste en parler 3 secondes parce que ça me fait quand même rire. On y pense pas, mais il y a quand même beaucoup de noms qui sont inspirés comme l'Aria de la musique. Hein, par la musique. Beaucoup? Ben, tu sais, je connais l'Aria. Là. Vite de même, là, je connais l'Aria. Ben, ils en ont fait une liste de 5 autres que, je dois avouer, m'ont surpris parce qu'on dit ces noms-là un peu sans s'y attarder. Mais avais-tu pensé à la Buick encore? Qui est le nom pour Ouais. un rappel, hein? Ouais, ok. Oui. Le Cadillac Lyric. Oui. Très, 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 très musique, effectivement. Écoute, pour moi, le lyrique, c'est de la poésie, là. Mais ça, c'est, encore une fois, des trucs grecs. C'est ça. Le Kia Forte. Oh oui, mais oui. Voilà, qui est une autre référence musicale. Puis il y en a 2 que j'avais jamais pensé, puis on l'entend quand même assez souvent, là. La Honda Accord. Oui, effectivement. En fait, j'ai jamais pensé au lien musical. Puis la Hyundai Sonata. Ouais. Non, effectivement. J'avoue que j'aurais pas fait le lien avec la musique, mais c'est ouais. Tu peux tirer vers les cheveux, par exemple, quand même. Mais la Sonata, non, là. L'accord, oui, hein, parce qu'il y a quand comme même... là encore, là. Oui, ben c'est ça. Ben, en fait, non, parce que ça, en anglais, Buick,
clairement que le seul mot qui s'appelle encore en anglais, ça veut dire rappel. Fait que ça, je pense que pour toi, pour nous francophones, peut-être que ça paraît moins, mais ça, je pense que c'était voulu. Le accord, c'est un mot aussi qui veut pas nécessairement dire chord en anglais, mais celui-là, il fonctionne en français. Puis finalement, sonata. Ouais, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Et je t'avoue que j'y aurais pas pensé, effectivement. Non, on en parle souvent, hein? Ouais. Dernière petite nouvelle, mon cher, pour toi, que j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus. Comme tu le sais, en 2035, au Canada, on n'aura plus le droit de vendre de voitures à essence. On va tomber 100% électrique. L'Union européenne a adopté exactement le même règlement. La semaine passée, ou il y a 2 semaines, l'Italie a adopté une loi pour dire « Nous ne respecterons pas cette règle-là ». Et là, c'est l'Allemagne qui veut faire la même chose. Et eux, ce qu'ils disent, en fait, c'est qu'ils ne donnent pas assez d'exceptions. Ils parlent strictement de voitures électriques alors qu'on devrait pouvoir élargir ça. Les Allemands, entre autres, travaillent actuellement sur du carburant synthétique qui serait, semble-t-il, moins dommageable pour l'environnement et tout. C'est quoi ton feeling là-dessus? Moi, je pense que si ça commence, ça n'a pas fini de créer des hauts et des bas. Faudrait vraiment que tout le monde s'entende. Là. Moi, je pense que ton point, le point principal, je suis tout à fait d'accord avec, où l'électrique, c'est pas la seule solution, puis d'arriver puis de dire véhicule électrique seulement, ça c'est niaiseux parce que t'as des véhicules après ça qui pourraient être à hydrogène, que la technologie existe déjà, qu'on connaît déjà. On pourrait avoir les carburants synthétiques que certains promettent, comme Porsche là, qui dit que c'est presque zéro carbone là, leur affaire. C'est assez impressionnant. C'est 4 piastres le litre par contre, mais bon, oui, ça existe. C'est là qu'on s'en va avec le gaz en ce moment. Fait qu'écoute, c'est pas ben pire. Mais je pense surtout que on devrait pas simplement remplacer les voitures qui sont sur le marché par d'autres véhicules. Juste d'arriver puis de dire on va remplacer ça par d'autres véhicules, c'est pas assez. Puis je pense qu'en ce moment, à la place de dire on va arrêter de vendre des véhicules à essence, même si c'est très bien, puis je pense qu'on devrait arrêter notre dépendance aux énergies fossiles, je pense qu'on devrait principalement dire comment faire pour que pour chaque véhicule qui va à la scrap, on le remplace pas par un deuxième véhicule personnel. Moi, je pense que ça, c'est beaucoup plus que les gouvernements puis l'Union européenne devraient s'attarder à penser à la place de dire que les véhicules électriques, c'est la solution parfaite à tout. Ouais, non, tu as tout à fait raison. C'est effectivement le transport collectif qui va être le plus intéressant comme solution alternative, mais je suis heureux d'avoir ton avis là-dessus, que je partage pour une fois. Ce qui est quand même assez rare. C'est le fun. Puis on entendait parler aussi là, des fameuses 15-minute cities. Là, ça a fait un peu le buzz parce que certaines personnes avaient carrément pas compris c'était quoi le principe. Mais tout ça pour dire que ce concept-là aussi, c'en est un avec lequel je suis totalement d'accord. Où, ben, je le vis un peu depuis que j'ai quitté, disons, la banlieue pour Montréal, où au lieu de devoir marcher 15-20 minutes pour aller à l'épicerie, c'est 5 minutes. Puis dans ces 5 minutes-là, j'ai tout ce dont j'ai besoin, accès au transport en commun, accès à une pharmacie, à une épicerie, à des restaurants. Je pense que ça, développer ça, c'est bien plus important selon moi que de vendre des chars électriques. Je suis d'accord. Et c'est le problème, malheureusement, dans la plupart des régions. Moi, je reste dans une petite ville où le transport en commun est symbolique, ou littéralement. Donc, évidemment, ça fait partie des problèmes. Il y en avait un qui passait pas trop loin de justement où vous habitez encore et où j'y habitais pendant mon adolescence. Puis ils ont déplacé tous les arrêts. Et pour aller à l'arrêt, il faut marcher 1,5 km maintenant. Ouais, c'est ridicule parce que partir de chez moi, se rendre au centre commercial, c'est 4,8 km. Si tu le fais en autobus, ça te prend plus de 50 minutes. Si tu le fais à pied, c'est à peu près le même temps. C'est littéralement ça, puis ça, c'est un problème qui est surtout nord-américain. On va se le dire, on pourrait faire un épisode au complet là-dessus. Mais, écoute, en terminant, peut-être une affaire un peu plus légère que l'éventuelle et inexorable fin de l'humanité à cause de notre dépendance aux énergies fossiles. Mais bon... Bienvenue dans la joie. Oui, c'est ça. Un peu plus léger que ça. Pour entraîner leurs travailleurs à construire, justement, des chars électriques, Volkswagen a décidé de faire un escape room... dans son usine.
Un escape room, là. Vraiment, là, un truc où tu dois résoudre des énigmes pour sortir. Là. Exactement. En fait, c'est 3 pièces. Ça s'appelle le Emotion Room. Et c'est 3 pièces avec des énigmes et des puzzles où j'imagine la réponse c'est quel boulon va à quelle place. Je suis pas trop certain de comment on peut intégrer ça, mais c'est intégré dans leur programme d'une journée à propos justement de la fabrication des véhicules électriques et entre autres des avantages des véhicules électriques et tout ça. Je sais pas si je trouve ça vraiment cringe ou vraiment cool, mais c'est quelque part dans le milieu. Ouais, non, moi, je trouve que c'est intéressant. C'est une façon différente de faire un certain apprentissage. Je pense qu'à un moment donné, tu sais, les classes traditionnelles assis à une table à apprendre des trucs, je pense qu'on a donné. Là. C'est vrai que c'est plus le fun que ça. C'est juste, ben voilà, hein, mon cynisme qui ressort face aux compagnies qui essaient de se la jouer un peu ami avec leurs... Alors finalement, on est un podcast un peu trop cynique. C'est ce qu'il faut se dire. Je pense que c'est pour ça qu'on nous aime. C'est ça. Alors voilà qui met fin à cet épisode de cette semaine. On vous remercie d'avoir été avec nous. Bien sûr, on vous invite à nous envoyer vos commentaires à c'est gotcharpodcast@gmail.com. Excusez, je m'écris pas très souvent. gotcharpodcast@gmail.com. Ouais. Vous pouvez aussi aller sur Facebook, la page Facebook Gotchar, bien sûr, Gotchar Podcast, et vous pouvez vous abonner, c'est ce qu'on vous demande, ou nous envoyer un avis aussi sur Apple Podcast, des trucs comme ça. Mettez-nous des étoiles, même si c'est juste une. Ça nous fait plaisir. Envoyez-nous vos commentaires. On est sur toutes les plateformes, bien entendu, et on vous est disponible aussi pour répondre aux questions si jamais vous en avez. Alors là-dessus, mon cher William, je te souhaite une bonne semaine. À bientôt! Gotchar est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.